Dans le cadre de l'étude sur l'empreinte que la Rome antique a laissée sur la Méditerranée, nous allons aborder maintenant la question du passage d'une république à un régime impérial. Comme bien des cités antiques, Rome connut une succession de régimes politiques et semble a priori avoir connu au premier temps de son existence une monarchie que l'on connaît à travers des rois plus ou moins mythiques comme Servius Tullius, assassiné en 535 avant Jésus-Christ à la suite d'un complot de son successeur Tarquin le Superbe. Mais Tarquin le Superbe, orgueilleux et violent, va laisser une bien mauvaise image de la monarchie au sein de la Rome antique et finit en 509 avant Jésus-Christ par être renversé à un moment où la monarchie est remplacée par un nouveau régime appelé République, venant du latin res publica qui veut dire la chose publique. Une république est un régime qui, en réalité, peut revêtir bien des aspects et qui se définit avant tout par ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une monarchie. Une république est un régime sans roi. Dans le cas de la Rome antique, cette république va mettre en place un système de pouvoir exercé collectivement avec à son sommet une assemblée, le Sénat, composé des anciens magistrats supérieurs, puisque l'ensemble des responsables romains, les magistrats, suivent ce qu'on appelle une carrière des honneurs, un cursus honorum, qui doit les conduire jusqu'à cette assemblée suprême. Vous le voyez ici sur ce schéma, à la base de ce système, les comices font intervenir des assemblées de citoyens romains qui vont pouvoir élire ces magistrats. La vie politique romaine s'organise au sein de la cité autour notamment du forum, cette place publique équivalent de l'agora grecque, au sein duquel on va trouver notamment les bâtiments civiques comme la curie qui abrite le Sénat. Au pied de la curie se trouve la place des comices où s'effectuent les votes, les rostres où les magistrats s'adressent depuis une tribune aux citoyens assemblés. Et puis vous le voyez également tout un ensemble de bâtiments religieux, le temple de la Concorde, le temple de Saturne, le temple de Vesta, etc. Puisque à Rome, comme dans les cités grecques, il n'y a pas de laïcité, politique et religion sont toujours intimement mêlés. On notera aussi bien sûr la présence de marchés, de commerçants attirés par cette concentration de population. Si le pouvoir s'exerce effectivement collectivement au sein de cette république romaine, on est très loin de la démocratie. En effet, les magistrats, et notamment ceux qui peuplent le Sénat, ont accès à ces responsabilités de par leur fortune. Ce sont ainsi les plus fortunés, les plus grands propriétaires terriens qui se partagent le pouvoir au sein d'un régime qui peut ainsi être qualifié d'oligarchie, c'est-à-dire qui réserve le pouvoir à une minorité. Et si les citoyens romains participent au vote des comices, l'organisation du système électoral confie en réalité bien peu de pouvoir aux plus pauvres d'entre eux. Une hiérarchie se met en effet en place, privilégiant le vote des plus aisés. Notons que si le pouvoir s'exerce en temps normal collectivement au sein de cette république, les institutions romaines prévoient l'existence de magistratures extraordinaires et notamment la dictature que l'on connaît de par son sens contemporain, mais à l'époque cette dictature confiait un pouvoir extraordinaire pour un unique magistrat chargé de ramener l'ordre dans la cité, mais ce pouvoir ne lui était confié que pour un temps limité.
Alors si la monarchie a laissé un bien mauvais souvenir aux Romains et ainsi contribué à discréditer toute forme personnelle du pouvoir, il n'empêche que avec le développement de la conquête romaine et la formation d'un empire territorial, les chefs militaires ont pris de plus en plus d'importance dans la vie de la cité. Et avec l'importance croissante qu'ils prirent, ils ont également vu leur ambition croître également et ainsi ont revendiqué des pouvoirs accrus, et ce notamment à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec de grands généraux comme Jules César ou son rival Pompée. Après s'être débarrassé de son ancien allié et nouveau rival Pompée, notamment grâce à la complicité du roi Lagide d'Égypte qui lui offrit littéralement la tête de ce dernier, ce que César d'ailleurs n'apprécia que très modérément, eh bien Caius Iulius Caesar, donc plus connu sous le nom de Jules César, commence à cumuler tous les pouvoirs, notamment à travers l'attribution, pas simplement d'une dictature, et on sent bien au sein du Sénat que le régime est cette fois en train d'évoluer vers une forme plus personnelle qui ne satisfait pas les sénateurs et les partisans d'une république classique. C'est ainsi que certains parmi ces sénateurs pro-républicains vont se révolter contre César et l'assassiner lors des fameuses ides de mars en 44 avant Jésus-Christ, et ce en plein Sénat. Ce ne fut donc pas César qui amena la République romaine à évoluer vers un autre régime, même s'il y contribua largement. Il ne fut finalement qu'un des derniers dirigeants de cette République traditionnelle. Celui qui amena à ce changement fut son fils adoptif, Octavien, devenu Octave, fils adoptif et héritier, à une époque où l'héritage était extrêmement important dans un système patriarcal, mais où celui-ci ne s'effectue pas nécessairement au sein d'une parenté biologique. Ainsi, Octave hérite de César et va construire son propre pouvoir en s'alliant à d'autres personnalités ambitieuses comme Marc-Antoine et en combattant ceux qui avaient cherché à défendre la République. Parmi les défenseurs de la République se trouvait Brutus, qu'on a souvent présenté à tort comme le fils de César, alors qu'il n'était en réalité que le fils d'une maîtresse de César. César qui dans sa vie eut beaucoup d'aventures en tout genre, à tel point qu'on disait de lui qu'il était à la fois l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Alors quoi qu'il en soit, cet affrontement entre Octave, ses alliés et les républicains trouve un épilogue à Philippès en Macédoine à travers une bataille remportée par Octave, Marc-Antoine et leurs armées, bataille emportée en 42 avant Jésus-Christ, et on prétend qu'à l'issue de cette bataille, Brutus, pour marquer sa défaite et sauver son honneur, se serait suicidé en se jetant sur son glaive. Une fois débarrassé des républicains, Octave va entreprendre de se débarrasser de ses anciennes alliées. En effet, il ne compte pas nécessairement partager le pouvoir. Un pouvoir que Marc-Antoine, pour sa part, commence à construire en Orient auprès de Cléopâtre, Cléopâtre VII en réalité, reine d'Égypte, descendante d'une lignée que l'on appelle la lignée des Lagides, lignée macédonienne, puisque ce pouvoir égyptien s'est installé suite au partage de l'empire d'Alexandre le Grand entre ses généraux. C'est donc une monarchie grecque en réalité qui règne à ce moment-là sur l'Égypte. La bataille décisive entre les deux forces armées étant une bataille navale,
qui vit la victoire des forces d'Octave. Alors, victoire à laquelle il contribua assez peu, puisque Octave avait l'habitude de se sentir mal durant les grandes batailles. Ce fut plutôt son fidèle général Agrippa qui, en réalité, l'emporta donc dans cette bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. À partir de là, les forces lagides, les forces de Marc-Antoine et Cléopâtre sont trop faibles pour résister à l'avancée des troupes d'Octave. Octave débarque ainsi en Égypte et à ce moment-là, eh bien, vous le savez, c'est la fin tragique du couple Antoine et Cléopâtre, qui a été maintes fois mise en scène dans la littérature, au cinéma. Marc-Antoine qui meurt sur le champ de bataille et l'apprenant, Cléopâtre qui décide de mettre fin à ses jours à travers donc le venin de serpent qui l'empoisonne. On notera également que si les enfants qu'eurent Marc-Antoine et Cléopâtre furent épargnés par Octave, puisqu'ils ne voyaient pas en eux finalement de réels rivaux, il n'en fit pas de même avec Césarion, qui était le fils que César avait donné à Cléopâtre, le jeune Césarion qui ne survécut pas donc à la victoire d'Octave. Après s'être débarrassé de tous ses rivaux, eh bien, Octave est ainsi libre d'exercer son pouvoir au sein de Rome, et c'est lui qui va faire évoluer le régime républicain vers un nouveau régime en 27 avant Jésus-Christ. Octave, qui change de nom au passage et devient Auguste, fonde le Principat que l'on assimile au régime impérial. Ce nom de Principat vient du fait que ce régime est dirigé par le princeps, ce qui dans notre étymologie française va nous donner le nom prince, mais qui en réalité désigne en latin le premier des citoyens. Premier des citoyens, cela signifie que, en théorie, Octave ne rompt pas avec le régime républicain et prétend toujours en conserver la nature. Si Auguste conserve effectivement les anciennes institutions républicaines, à commencer par le Sénat et les différentes magistratures, en réalité, le régime a bel et bien changé de nature et ne peut plus être qualifié d'oligarchie, même si les riches y conservent un rôle très important. Au sein du Sénat notamment, il n'empêche que tout le pouvoir vient d'une seule personne, de l'empereur. Ce n'est donc plus une oligarchie, mais une autocratie. Le pouvoir d'une seule personne, puisque l'empereur est source de tout pouvoir, comme vous le voyez sur ces différents schémas, que ce soit un pouvoir religieux, que ce soit un pouvoir militaire. Il est imperator, imperator, ce titre de chef militaire qui va conduire à le qualifier d'empereur, et puis bien sûr tout le pouvoir judiciaire, tout le pouvoir législatif, politique, est issu également de sa personne, que ce soit lui ou non qui l'exerce directement. Tout le système politique qui se met en place à l'échelle de l'Empire, y compris dans l'administration locale des provinces, tout ce système est centralisé par la personne de l'empereur, source de tout pouvoir, et c'est donc bien un régime personnel qui s'installe avec Auguste. Ce nom même d'Auguste, qui vient du latin Augustus, le plus illustre, donnant à Octave une dimension qui est une dimension sacrée et lui conférant un pouvoir de nature plus religieuse encore que politique. L'ensemble de l'Empire romain devient ainsi soumis à l'autorité de l'empereur dans ce nouveau régime du Principat, mais un contrat tacite
se met en place en retour, l'empereur est chargé d'assurer à tous les habitants de l'Empire et aux citoyens en particulier la sécurité et le bien-être. C'est ainsi lui qui pérennise, qui poursuit le système du pain et des jeux, qui assurait au peuple à la fois des distributions alimentaires et des loisirs à travers notamment l'organisation de spectacles grandioses, que ce soit des spectacles de gladiateurs dans les amphithéâtres, des représentations théâtrales ou encore les fameux jeux du cirque. Le pouvoir de l'empereur est ainsi incontournable, mais pour autant, faute de mettre en place une réelle monarchie, il n'en sera jamais question dans l'existence de l'Empire romain, en tout cas de l'Empire romain d'Occident, eh bien, il n'y a pas véritablement de règles de succession qui soient clairement établies, même si dans un premier temps, on semble se diriger vers une forme de transmission héréditaire, puisque c'est bien une dynastie, la dynastie dite julio-claudienne, au sein de laquelle se transmet ce pouvoir depuis Auguste jusqu'à l'empereur Néron. Mais avec Néron, les choses changent. L'empereur qui s'est mis à dos une bonne partie, notamment de l'aristocratie, du fait de son goût pour les plaisirs, son goût pour l'art, et aussi sa proximité avec le peuple, il faut bien le dire. N'oublions pas que ceux qui nous transmettent le récit de ces années sont les aristocrates et qui nous transmettent donc plutôt la vision des plus riches. Bon bref, quoi qu'il en soit, Néron se rend impopulaire auprès d'une partie de ceux qui comptent à Rome, et cette impopularité finit par conduire à sa perte. Puisque isolé et promis à un renversement, il se suicide en 68 après Jésus-Christ, et ce suicide met fin à la dynastie julio-claudienne, tout comme il amène à un retour des conflits civils au sein de l'Empire romain, conflits civils d'où sortira finalement un nouvel empereur, Vespasien qui installa lui-même une nouvelle dynastie flavienne, mais dès lors on sait que ce n'est pas l'hérédité qui permettent de transmettre le pouvoir. Pour assumer le pouvoir impérial, finalement il faut s'en montrer digne. Et à partir de là, il devient possible de renverser un empereur qui ne l'est pas. Ainsi, cette absence de règles claires en matière de transmission va conduire à une multiplication des coups d'État, des assassinats des empereurs romains, et ce dès lors que l'Empire connaît des difficultés diverses. Et ainsi, au IIIe siècle après Jésus-Christ en particulier, un siècle qui va voir Rome confrontée à de nombreuses difficultés, que ce soit les migrations des peuples germaniques, les épidémies, guerre contre les Parthes, des difficultés économiques. Bref, lors de ce IIIe siècle après Jésus-Christ, on compte 70 individus à accéder pour une durée finalement souvent courte à la charge impériale. C'est bel et bien un pouvoir donc très important, un pouvoir qu'on pourrait qualifier d'absolu, mais aussi un pouvoir fragile qui caractérise le pouvoir des empereurs romains au temps du Principat.